Salut à tous, 1977. À la radio, on pouvait écouter ça. It's a rich man's world. Bon, revenons à nos moutons. C'est dans cette année que la NASA a envoyé les deux sondes Voyager 1 et Voyager 2. Et aujourd'hui, ce sont les objets d'origine humaine les plus lointains dans l'espace. Tout commence en 1972 lorsque la NASA met sur pied le programme Voyager pour profiter d'une conjonction exceptionnelle des planètes extérieures du système solaire. Le but est d'atteindre les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ainsi que leurs satellites. Il faut savoir que cette conjonction de planètes ne se reproduit qu'une seule fois tous les 176 ans. C'est dire l'occasion à ne pas manquer pour la NASA de pouvoir obtenir un grand nombre d'informations sur ces planètes dont on ne connaissait pas grand-chose à l'époque. La conjonction des planètes permettra d'utiliser l'assistance gravitationnelle. Alors l'assistance gravitationnelle, c'est ce qui permet de faire accélérer ou ralentir un objet envoyé dans l'espace. Pour expliquer brièvement, l'objet dans l'espace s'approchera d'une planète et tombera en direction de celle-ci. Mais sa trajectoire est telle qu'il passera juste à côté. Dans ce mouvement, l'objet gagnera en vitesse et changera sa direction. Avantage, c'est une économie d'énergie dépensée pour accélérer, ralentir ou changer de vitesse. Inconvénient, c'est qu'il faut une planète ou tout autre corps massif pour pouvoir le faire. Concevoir ces sondes spatiales nécessite de relever plusieurs défis techniques. La diminution du rayonnement solaire réduit l'énergie disponible et la distance limite les débits des transmissions et nécessite un fonctionnement en quasi-autonomie. En effet, si la plupart des sondes sont équipées de panneaux photovoltaïques, c'est qu'elles sont envoyées là où le rayonnement solaire fournit de l'énergie en suffisance. Le problème, c'est que cette énergie du soleil diminue avec le carré de la distance. Plus on s'éloigne du soleil, plus l'énergie reçue diminue avec le carré de la distance qui nous sépare. Un exemple, si on se trouve à une distance égale au double de la distance Terre-Soleil, on recevra 4 fois moins d'énergie que sur Terre. C'est à cause de ce phénomène que les scientifiques et les ingénieurs de la NASA ont dû trouver une autre solution pour fournir l'énergie électrique alimentant les instruments des sondes. Ils ont eu recours aux générateurs thermoélectriques à isotopes. Ce sont des générateurs électriques nucléaires de conception simple, produisant de l'électricité à partir de la chaleur résultant de la désintégration radioactive d'un matériau constitué principalement de radioisotopes, tels que le plutonium-238. La chaleur produite est convertie en électricité par effet Seebeck. L'effet Seebeck, pour en expliquer grosso modo le principe, c'est simplement un assemblage de métaux différents reliés par une soudure qui, lorsque celle-ci est chauffée du côté soudure, elle produit une différence de potentiel et donc se comporte comme une source d'électricité. Les sondes Voyager 1 et 2 comportent chacune 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Il faut savoir qu'avec une source d'énergie de ce type, on dispose d'énergie électrique qui peut durer plus de 50 ans. C'est autre chose que la batterie de mon smartphone. En ce qui concerne sa propulsion, elle possède un réservoir d'hydrazine qui lui permet de changer d'orientation. L'hydrazine étant un carburant alimentant des moteurs et permettant de doser la poussée de façon très précise. Voyager 1 dispose de 16 petits propulseurs redondants brûlant l'hydrazine et utilisés à la fois pour les modifications de trajectoire et pour les changements ou corrections d'orientation. La quantité embarquée permet un changement de vitesse cumulé très modeste de 190 mètres par seconde sur l'ensemble de la mission. 3 perches fixées sur le corps de la sonde et déployées en orbite servent de support à différents équipements et instruments scientifiques. Une antenne parabolique à grand gain fixe de 3,66 mètres de diamètre est attachée sur le sommet. Sa grande taille permet un débit de 7,2 kilobits par seconde. Les instruments de télédétection, caméra, spectromètre et photopolarimètre sont installés sur une plateforme orientable avec 2 degrés de liberté. D'autres instruments de mesure à l'intérieur sont fixés directement sur la perche.
Les magnétomètres sont installés sur la troisième perche de 13 mètres de long pour réduire l'influence magnétique du corps de la sonde spatiale. Enfin, 2 antennes de 10 mètres de long en beryllium et cuivre faisant un angle de 90 degrés entre elles servent de capteurs pour la mesure des ondes de plasma. L'ensemble de ces équipements font que les sondes Voyager pèseront 825 kg chacune. C'est Voyager 2 qui partira en premier le 20 août 1977. Voyager 1, quant à lui, il partira le 5 septembre 1977. Les données collectées par les 9 instruments portés par chaque sonde en font sans doute la mission d'exploration du système solaire la plus fructueuse sur le plan scientifique de toute l'histoire spatiale. Les sondes Voyager sont les premières à effectuer un survol d'Uranus et Neptune, et les secondes à étudier Jupiter et Saturne. Voyager 1 et 2 ont permis d'obtenir des informations détaillées sur l'atmosphère de Jupiter, Saturne et Uranus. Les sondes Voyager ont révélé de nombreux détails sur les anneaux de Saturne, permis de découvrir les anneaux de Jupiter et ont fourni les premières images détaillées des anneaux d'Uranus et de Neptune. Les sondes ont découvert en tout 33 nouvelles lunes. Elles ont révélé l'activité volcanique d'Io et la structure étrange d'Europe. Construites pour durer seulement 5 ans à la base, les sondes sont toujours en état de fonctionnement. Plusieurs de leurs instruments continuent à transmettre des informations sur le milieu environnant. Elles foncent vers l'héliopause, limite de l'influence magnétique du Soleil, où débute officiellement l'espace interstellaire. De tous les instruments de mesure équipant la sonde Voyager 1, 2 ont été endommagés, 4 ont été désactivés pour économiser l'énergie, 4 sont encore opérationnels. Le 17 février 1998, Voyager 1 dépassa la sonde Pioneer 10 pour devenir l'objet le plus distant de la Terre jamais envoyé dans l'espace. Voyager 1 a quitté l'héliosphère en décembre 2004 pour se diriger vers l'héliopause, qui marque la limite de l'influence du vent solaire. En septembre 2013, la sonde est devenue officiellement le premier objet de fabrication humaine à sortir de notre système solaire, mais elle en était déjà sortie depuis le mois d'août 2012. Se déplaçant à plus de 17 km par seconde par rapport au Soleil, Voyager 1, porteur d'un message symbolique de l'humanité, devrait être la première sonde spatiale à passer à proximité d'une autre étoile dans 40 000 ans. Mais bien avant cela, vers 2020, la sonde aura cessé de fonctionner du fait de la défaillance des thermocouples des générateurs thermoélectriques à radioisotopes qui lui fournissent son énergie. Elle est actuellement à plus de 18 heures-lumière de la Terre. On peut connaître sa distance en direct sur le site de la NASA. Elle se trouve à une distance de 133 unités astronomiques, c'est-à-dire à une distance 133 fois plus grande que la distance qui sépare la Terre du Soleil. À l'heure actuelle, il faut plus de 37 heures aux signaux radio pour faire l'aller-retour entre Voyager 1 et la Terre, et plus de 30 heures pour Voyager 2. Il existe un assemblage de photos prises par la sonde Voyager 1 en 1990, appelé le portrait de famille. Ces photos sont les dernières prises avec les caméras embarquées. Dans cet assemblage, nous pouvons voir 6 planètes de notre système solaire avec les positions relatives, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Mars et la Terre. L'une de ces photos, appelée un point bleu pâle, est la plus célèbre car c'est celle de la Terre vue à plus de 6 milliards de kilomètres. Personnellement, quand je veux relativiser mes tracas de la vie quotidienne, je repense à cette photo et je me dis qu'on n'est pas grand-chose dans cet univers. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez des commentaires, posez des questions ou bien signalez une erreur de ma part. Ça sert à ça les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Si au contraire elle ne vous a pas plu, mettez un petit pouce vers le bas. Mais bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Partagez-la sur Facebook, Twitter pour la faire connaître à d'autres. Et si vous voulez suivre l'évolution de la chaîne et être prévenu de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous. À très bientôt!